Pendant notre lune de miel, mon mari a murmuré, tu ne vaux pas cette suite, mon ex était meilleur au lit. Je n'ai rien dit. J'ai juste changé nos billets de retour. Il s'est réveillé et a trouvé une facture, un mot, et sans aucun moyen de rentrer chez lui. Mon reflet dans le miroir du restaurant montrait une femme que je reconnaissais à peine, robe de créateur que Christophe avait choisie, coiffée comme il préférait, assise parfaitement immobile pendant qu'il commandait pour nous deux. Quand étais-je devenu cette personne ? La prise de conscience m'a frappé juste au moment où il s'est penché en avant et a murmuré ces mots dévastateurs. Tu ne seras jamais assez bien. Le miroir a brisé quelque chose en moi, et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour prétendre que c'était normal. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires qui comptent. Si vous croyez que les femmes méritent d'être valorisées pour ce qu'elles sont vraiment, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Le restaurant bourdonnait de conversations feutrées et du tintement des couverts. Le genre d'endroit haut de gamme où chaque détail avait été soigneusement orchestré pour la perfection. Les verres en cristal captaient la lumière des lustres suspendus. Et le jazz doux en arrière-plan semblait être la bande-son de la vie de quelqu'un d'autre. J'avais fixé ce miroir pendant ce qui semblait des heures, regardant cette étrangère dans mon corps s'asseoir immobile pendant que Christophe s'occupait de tout. La sélection de vins, les choix d'entrée, même la façon dont je devais m'asseoir. Madame prendra le bar, disait-il à notre serveur, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants qui ne cessait de me regarder avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Mais assurez-vous qu'il n'est pas trop assaisonné. Elle a un palais délicat. Je n'avais pas de palais délicat. J'aimais la nourriture épicée, les saveurs audacieuses, le genre de cuisine qui faisait danser la langue. Mais quel coup en chemin, j'avais cessé de le corriger. Cela avait commencé petit, de petites préférences qu'il outrepassait avec ce sourire confiant qui était le sien. Crois-moi, disait-il. Je sais mieux que toi ce que tu aimes. Et en quelque sorte, j'avais commencé à le croire. La serveuse a hoché la tête et a noté la commande, mais ses yeux sont restés sur moi un instant plus longtemps que nécessaire. Je voulais prendre la parole, dire que je préférerais en fait l'agneau en croûte d'herbe, mais les mots me semblaient coincés dans la gorge. Quand parler franchement était-il devenu si difficile ? Musique, vin blanc, quelque chose de léger et sans complication. C'est là qu'il l'a dit. Alors que la serveuse s'éloignait et que le bruit de fond du restaurant semblait s'estomper, il s'est penché par-dessus la table, sa voix baissant vers ce murmure intime que j'avais jadis trouvé romantique. Mais il n'y avait rien de romantique dans les mots qui ont suivi. Tu ne seras jamais assez bien. Ils n'étaient pas prononcés avec colère. Il n'y avait aucune chaleur derrière eux, aucune explosion soudaine de frustration. Ils étaient livrés avec le calme de la certitude de quelqu'un partageant un bulletin météo. Factuel, définitif, indiscutable. Comme s'il y avait pensé pendant des mois et avait finalement décidé que j'avais besoin de savoir. Ma main s'est figée à mi-chemin de mon verre d'eau. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as entendu. Son expression n'a pas changé, portant toujours ce léger sourire qu'il utilisait quand il pensait être utile. J'ai essayé de te bâtir, pour t'aider à devenir quelqu'un digne de la vie que je peux offrir. Mais tu ne t'améliores pas assez vite. Les mots se sont installés dans ma poitrine comme de la glace. Autour de nous, d'autres couples riaient, partageaient des histoires, célébrant des anniversaires et des réussites. Mais à notre table, le temps semblait s'être arrêté. J'ai regardé Christophe, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quand son visage était-il devenu si froid ? Ce voyage, j'ai dit lentement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout ce week-end, ça a été un test, n'est-ce pas ? Il a haussé les épaules, coupant son pain avec des mouvements précis. Tout est un test. La vie est un test, et tu échoues. Le miroir en face de moi a montré mon reflet à nouveau, et cette fois j'ai vu ce qu'il voyait. Une femme qui avait été systématiquement diminuée, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre de celle qu'elle était autrefois. La robe que je portais coûtait plus que ce que je gagnais en une semaine, mais elle me semblait être un costume. La coiffure relevée en un élégant chignon n'était pas quelque chose que j'aurais jamais choisi pour moi. Même ma posture avait changé. Épaules légèrement voûtées, tête penchée vers le bas, occupant le moins d'espace possible. Quand ai-je cessé d'être moi, j'ai demandé plus à moi-même qu'à lui. Tu n'as jamais vraiment été toi pour commencer, a-t-il dit, prenant une gorgée de vin. C'est ce que j'ai essayé de te dire.
La personne que tu étais quand nous nous sommes rencontrés, ce n'était pas viable. Je t'ai aidé à devenir quelqu'un de meilleur. La serveuse est revenue avec nos repas, les déposant avec une efficacité professionnelle. Mon bar semblait parfait, joliment disposé dans l'assiette, mais je ne pouvais pas imaginer le manger. Mon estomac se nouait avec un mélange d'humiliation et d'autre chose. Quelque chose qui se sentait dangereusement proche de la rage. Te souviens-tu de notre premier rendez-vous, a demandé Christophe, coupant son steak. Tu as commandé ce curry épicé ridicule et tu transpirais à la fin. Tu avais l'air d'un désastre. Je me souvenais de ce rendez-vous différemment. Je me souviens avoir ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Lui racontant des histoires sur mes voyages, me sentant plus vivante que je ne l'avais été depuis des mois. Le curry avait été incroyable, et oui, j'avais transpiré, mais j'avais été heureuse. Quand était-ce devenu une erreur? J'étais moi-même, j'ai dit. Exactement. Il a souri comme s'il avait prouvé son point. Et regarde à quel point tu es plus élégante maintenant. Regarde cet endroit. Il y a 3 mois, tu n'aurais pas su quelle fourchette utiliser pour l'entrée. Le fait est qu'il avait raison sur ce point. J'avais appris quelle fourchette utiliser, comment commander du vin sans buter sur la prononciation, comment s'habiller pour des endroits comme celui-ci. Mais en apprenant tout cela, j'avais en quelque sorte oublié comment être la femme qui avait jadis fait du sac à dos en Asie du Sud-Est, qui avait chanté au karaoké jusqu'à l'aube, qui n'avait jamais rencontré une aventure qu'elle n'essaierait pas. J'aimais qui j'étais, j'ai dit les mots qui sont sortis avant que je puisse les arrêter. Christophe a arrêté sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. C'est le problème. Tu t'aimais trop. Tu pensais que tu étais bien comme tu étais, mais tu ne l'étais pas. Tu étais brute de décoffrage, non polie. J'ai vu ton potentiel, mais tu devais être prête à changer. Et si je n'étais pas prête, son sourire s'est légèrement estompé. Alors tu serais toujours indigne de quoi que ce soit de réel, de quoi que ce soit de durable. Le restaurant est soudain devenu trop petit, trop chaud, trop plein de gens qui semblaient savoir exactement qui ils étaient. J'ai légèrement repoussé ma chaise, ayant besoin d'espace pour respirer. Le miroir a attiré mon regard à nouveau, et cette fois j'ai vu quelque chose de différent dans mon reflet. Une lueur de la personne que j'étais autrefois, luttant pour faire surface. J'ai besoin d'air, j'ai dit, me levant brusquement. Nous n'avons pas fini de dîner, a dit Christophe, sa voix aiguë de désapprobation. Les gens regardent. Qu'ils regardent. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais prévu, et j'ai vu la surprise traverser son visage. Je sors. J'ai traversé le restaurant sur des jambes instables, devant des tables pleines de gens qui semblaient appartenir à leur propre vie, devant l'hôtesse qui a souri automatiquement, devant le voiturier qui a demandé si j'avais besoin de ma voiture. L'air frais de la nuit a frappé mon visage comme une bénédiction, et je me suis tenu là sur le trottoir, enfin capable de respirer. Derrière moi, à travers les fenêtres du restaurant, je pouvais voir Christophe toujours assis à notre table, son attention déjà revenue sur son téléphone. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il ne venait pas me chercher. Il était probablement soulagé d'avoir quelques minutes sans avoir à gérer mes insuffisances. Et à ce moment-là, debout seul à un coin de rue sur la Côte d'Azur, portant une robe qui n'était pas la mienne et une coiffure qui me faisait me sentir étrangère, j'ai enfin compris ce qui m'arrivait. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas une amélioration. C'était un effacement exécuté si lentement et soigneusement que je l'avais confondu avec de l'attention. Le miroir du restaurant m'avait montré la vérité. Mais debout ici dans l'obscurité, je pouvais enfin voir autre chose. La possibilité de retrouver le chemin de celle que j'étais autrefois. La question était de savoir si j'étais assez courageuse pour faire le premier pas. Je suis retourné au restaurant 20 minutes plus tard, le visage composé, ma respiration régulière. Christophe a à peine levé les yeux de son téléphone alors que je me glissais de nouveau dans mon siège, bien que j'ai remarqué qu'il avait terminé son repas et le mien en mon absence. Ça va mieux, a-t-il demandé, sans attendre de réponse, avant de se lancer dans une histoire sur la photo qu'il venait de poster. 37 likes déjà. L'éclairage ici est parfait pour mon teint. J'ai hoché la tête et souri, mais quelque chose de fondamental avait changé pendant ces 20 minutes sur le trottoir. Pendant qu'il continuait à parler des taux d'engagement et des stratégies de hashtag, je me suis surprise à l'étudier avec de nouveaux yeux, non pas comme une femme essayant de plaire à son mari, mais comme quelqu'un recueillant des renseignements. De retour à l'hôtel, le grand hôtel Miramar, Christophe a immédiatement commencé son rituel nocturne, photographiant chaque angle de notre suite,
ajustant l'éclairage, capturant la photo parfaite de la bouteille de champagne que l'hôtel avait laissée en cadeau de bienvenue, il se déplaçait dans la pièce comme un réalisateur préparant des scènes. Complètement absorbé par la création de son récit en ligne. Cet endroit est incroyable, a-t-il dit, prenant une autre photo. La salle de bain en marbre seule coûte probablement plus que la voiture de la plupart des gens. Tiens, mets-toi près de la fenêtre. Je veux prendre une photo de nous ensemble. Je me suis placé là où il m'a dirigé, le laissant arranger mes mains, incliner mon menton, ajuster mon sourire. Mais pendant qu'il se concentrait sur l'écran de son téléphone, je mémorisais quelque chose de complètement différent. Le plan de l'hôtel, la façon dont le couloir tournait vers le groupe d'ascenseurs, le panneau de sortie de secours que j'avais remarqué près de l'escalier. Le schéma des passages du personnel de ménage. Parfait, a-t-il dit, éditant déjà la photo. Cela va avoir un engagement incroyable. Pendant qu'il travaillait sur sa publication, je me suis excusé pour aller à la salle de bain. Au lieu de me rafraîchir, je me suis tenu tranquillement près de la porte, écoutant. Ses habitudes étaient si prévisibles. Publier photos, lire commentaires, répondre à ceux de personnes qu'il considérait importantes. Ignorer le reste. Le processus prenait exactement 14 minutes à chaque fois. Point. J'ai utilisé ces 14 minutes pour penser, pour planifier, pour me souvenir de qui j'étais avant de devenir un accessoire de sa vie. Le lendemain matin, pendant que Christophe faisait la grasse matinée, je lui ai dit que je voulais explorer le spa de l'hôtel. Il m'a écarté d'un geste dédaigneux, atteignant déjà son téléphone pour vérifier les notifications de la nuit. Peu importe. Ne réserve rien de cher sans me demander d'abord. Je ne suis pas allé au spa. Au lieu de cela, j'ai parcouru tous les étages de l'hôtel, chronométrant les délais d'ascenseur, notant quels membres du personnel travaillaient tôt, observant les schémas des opérations quotidiennes. La concierge, Marie, accueillait les clients avec une chaleur sincère, mais gardait des notes détaillées sur leurs préférences. Le superviseur du ménage, Jacques, se déplaçait dans les couloirs avec une précision militaire, cochant chaque chambre sur sa liste avec une attention particulière. Le plus important, j'ai découvert que l'hôtel conservait des registres détaillés de chaque client, chaque chambre, chaque demande de service, y compris le fait que les chambres pouvaient être réservées sous des noms différents tant que vous aviez une pièce d'identité valide. Quand je suis retourné dans notre suite, Christophe était sous la douche, chantant faux, pendant qu'il utilisait les articles de toilette coûteux de l'hôtel. Je pouvais l'entendre à travers la porte de la salle de bain, complètement inconscient de quoi que ce soit au-delà de son propre reflet dans le miroir, que j'ai sorti mon téléphone et je suis passé en mode navigation privée. Mes doigts ont bougé rapidement sur l'écran, réservant une chambre au 3e étage, sous Sophie Leroy. Mon nom de jeune fille, le nom que j'avais porté pendant 28 ans avant de l'avoir abandonné pour le sien. La confirmation de réservation est arrivée immédiatement, et j'ai enregistré les détails dans un dossier sécurisé. Chérie, peux-tu prendre ma chemise noire dans le placard ? A appelé Christophe de la salle de bain, celle avec l'étiquette de designer visible. Bien sûr, j'ai répondu, mais j'étais déjà en train de glisser la nouvelle carte clé dans mon portefeuille, derrière ma vieille carte de bibliothèque, qui portait toujours mon nom de jeune fille. Au cours des 2 jours suivants, j'ai perfectionné l'art d'être invisible au grand jour. Christophe n'a jamais remarqué quand je m'excusais pour aller vérifier ma chambre de secours, ou quand j'ai commencé à porter un petit sac de nuit déguisé en sac à main. Son attention était toujours concentrée sur lui-même. Le miroir, l'écran de son téléphone, la prochaine opportunité de selfie parfait. Point. Je l'ai regardé interagir avec le personnel de l'hôtel, et ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Il claquait des doigts au personnel de ménage, ne disant jamais s'il vous plaît ou merci. Il se plaignait bruyamment de la température de son café, du nombre de fils des draps, de la vitesse du Wi-Fi. Il traitait chaque personne qui le servait comme si elle était invisible, ou pire, comme des inconvénients dans son monde parfaitement organisé. Ces gens devraient être reconnaissants d'avoir la chance de travailler dans un endroit aussi agréable, a-t-il dit un soir après avoir réprimandé un jeune préposé au service en chambre pour avoir apporté le mauvais type d'eau gazeuse. C'est probablement ce qui se rapprochera le plus du luxe pour eux. Je me souviens d'une époque où j'aurais été mortifié par son comportement, où je me serais excusé discrètement auprès du personnel, et aurais laissé de plus gros pourboires pour compenser sa grossièreté. Mais maintenant j'observais juste, archivant chaque interaction comme une preuve dans un dossier que je construisais contre l'homme que j'avais épousé. La percée est arrivée lors de notre 3e nuit, quand j'ai réalisé que le narcissisme de Christophe l'avait rendu complètement aveugle aux actions de quiconque.
Il était tellement concentré sur sa propre image, ses propres besoins, son propre reflet, qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait juste devant lui. Ce soir-là, alors qu'il posait pour un autre selfie de salle de bain, j'ai échangé nos cartes clés. La mienne contre la sienne contre la mienne. Les rectangles de plastique semblaient identiques, mais la mienne n'ouvrirait plus notre suite. La sienne ne fonctionnerait que sur la chambre dont il ignorait l'existence. Tu as vu combien de likes cette photo de coucher de soleil a reçu, a-t-il demandé, ne me regardant pas pendant qu'il parlait. Je pense à devenir influenceur voyage. J'ai le visage pour ça. Tu l'as certainement, j'ai acquiescé, glissant sa carte clé dans mon portefeuille pendant qu'il s'admirait dans le miroir, ce qu'il n'a jamais remarqué. Tout comme il n'a jamais remarqué que j'avais cessé de porter mon alliance au lit, ou que j'avais gardé mon passeport dans mon sac à main au lieu de le laisser dans le coffre-fort de l'hôtel avec le sien. Tout comme il n'a jamais remarqué que lorsque je le regardais maintenant, ce n'était pas avec amour ni même frustration. C'était avec l'évaluation froide de quelqu'un étudiant un problème qui devait être résolu. Point. Lors de notre dernière nuit, je me suis allongé à côté de lui dans le lit king size, écoutant sa respiration ralentir et s'approfondir. Son visage endormi semblait paisible, presque innocent, comme l'homme que je pensais épouser il y a 3 ans. Mais je savais mieux maintenant. Je savais que quand il se réveillerait, il attraperait immédiatement son téléphone pour vérifier ses notifications. Il passerait les 20 premières minutes de sa journée à parcourir les commentaires d'étrangers, se prélassant dans la validation numérique, tout en ignorant la personne réelle allongée à côté de lui. J'ai mémorisé le son de sa respiration, la façon dont son visage apparaissait dans la faible lumière de la ville à l'extérieur de notre fenêtre, le sentiment de partager un lit avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu comme autre chose qu'un personnage secondaire dans son histoire. Mais je ne mémorisais pas ces détails avec amour ou nostalgie. Je les mémorisais avec certitude. Le genre qui vient quand on sait que quelque chose est vraiment terminé. Quand on a dépassé l'espoir que les choses changeront, pour accepter qu'elles ne changeront jamais. Demain je mettrai mon plan à exécution. Ce soir je resterai allongé ici et dirai au revoir à la femme qui avait tant essayé d'être digne d'un homme qui ne verrait jamais sa valeur. Le silence dans la pièce semblait différent maintenant. Pas vide, mais plein de possibilités. Plein de l'avenir que j'étais sur le point de reconquérir. L'aube était encore à des heures quand mes yeux se sont ouverts. Pas de réveil, aucun son de Christophe, juste l'horloge interne de mon corps, marquant l'instant auquel je m'étais inconsciemment préparé. L'affichage numérique sur la table de chevet brillait 4h47 du matin en chiffres bleus doux. À côté de moi, la respiration de Christophe restait profonde et régulière. Un bras jeté négligemment sur l'espace où j'aurais dû dormir. Que je me suis glissé hors du lit comme un fantôme, mes pieds nus silencieux sur la moquette épaisse. Chaque mouvement était délibéré, calculé, des heures que j'avais passées à répéter mentalement ce moment. La porte de la salle de bain s'est fermée avec le clic le plus doux, et je me suis accordé exactement 3 minutes pour me laver le visage et me brosser les dents, avec des mains plus fermes qu'elles n'avaient le droit de l'être. Je suis entré dans le placard. Mes doigts ont parcouru les vêtements suspendus avec une précision chirurgicale. La robe rouge que Christophe avait achetée pour notre anniversaire laissée pendue. Les chaussures de créateur qu'il avait insisté disaient mieux assorties à mon teint, laissées dans leur boîte. Le collier de perles qui était venu avec une leçon sur les bijoux appropriés pour une femme de substance, laissé enroulé dans son étui de velours. Au lieu de cela, j'ai sorti les vêtements que j'avais portés le jour où nous nous sommes rencontrés. Un jean qui allait vraiment à mon corps au lieu de la taille que Christophe pensait que je devais porter. Un pull en coton doux de la couleur des feuilles d'automne que je m'étais acheté pour moi-même. Des bottes confortables qui pouvaient supporter de longues marches. La personne que j'étais autrefois cachée derrière 3 ans de création minutieuse, mon petit sac de nuit. Celui que Christophe pensait n'être qu'un sac à main plus grand, contenait tout ce qui comptait vraiment. Mon propre passeport, mes cartes de crédit, et mon nom de jeune fille. L'argent de secours que j'avais discrètement mis de côté pendant des mois sans même savoir pourquoi. Une photo de ma grand-mère qui n'avait rien à voir avec la vision de Christophe de notre vie ensemble. Le bracelet en argent que ma sœur m'avait donné pour ma remise de diplôme universitaire, celui que j'avais cessé de porter parce que Christophe disait qu'il avait l'air juvénile. Du tiroir de la table de chevet, j'ai récupéré le morceau de papier à en-tête de l'hôtel plié que j'avais préparé la veille. Le message était bref, écrit de ma propre main plutôt que tapé, plus ton fardeau. Je l'ai placé soigneusement de son côté du lit, où il le verrait quand il attraperait son téléphone, ce qui serait environ 6 minutes après son réveil, selon sa routine invariable, que je n'ai pas écrit d'explication.
Je n'ai pas détaillé les années de petite cruauté ou catalogué les façons dont il m'avait diminué. Christophe n'avait jamais écouté mes mots quand j'étais juste devant lui. Il ne les entendrait certainement pas dans une lettre. Le couloir du grand hôtel Miramar était vide à cette heure, éclairé seulement par l'éclairage de secours qui projetait de longues ombres sur la moquette ornée. Ma carte-clé, sa carte-clé techniquement, a ouvert la porte de ma chambre secrète au 3e étage. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Confirmation de vol sur le petit bureau. Une autre valise remplie de vêtements qu'il ne m'avait jamais vu porter. Un nouveau téléphone avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Mais d'abord, il y avait autre chose dont je devais m'occuper. Le petit déjeuner d'hier matin avait offert l'occasion parfaite. Christophe avait été entièrement absorbé par le charme de Rebecca, la jeune hôtesse qui nous avait été attribuée. Il lui avait posé des questions sur ses antécédents, ses rêves, ses projets, montrant plus d'intérêt sincère pour une étrangère qu'il ne m'en avait montré depuis des mois. Pendant qu'il se penchait en avant avec ce sourire exercé, gesticulant largement pendant qu'il partageait des conseils sur la façon de réussir dans l'industrie hôtelière, j'avais discrètement tendu la main à travers la table pour prendre son passeport. Il l'avait placé à côté de son téléphone quand l'hôtesse avait demandé à voir sa pièce d'identité pour la réservation de dégustation de vin. Toujours bon d'avoir des documents, a-t-il dit avec ce rire qui me faisait me sentir spécial, mais qui maintenant semblait juste creux. Le livret Bordeaux s'était glissé dans mon sac à main aussi facilement que de respirer. Maintenant assise dans ma chambre d'hôtel secrète, j'ai ouvert son passeport et étudié la photo. Le sourire confiant de Christophe me regardait, la même expression qu'il portait quand il expliquait pourquoi mes opinions étaient fausses ou que mes préférences avaient besoin d'être ajustées. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Puis je me suis souvenu de ces mots du dîner. Tu ne seras jamais assez bien. La culpabilité s'est évaporée. À 5h30 du matin, je me suis dirigé vers la réception. Le gérant de nuit, David, était quelqu'un avec qui j'avais parlé pendant mes promenades de reconnaissance dans l'hôtel. C'était un homme gentil dans la cinquantaine qui écoutait vraiment quand les gens parlaient, contrairement au personnel de jour qui semblait exister uniquement pour faciliter les demandes de Christophe. Mademoiselle Leroy, a-t-il dit, me reconnaissant immédiatement. Vous êtes levé tôt. Je dois faire des changements à notre réservation, j'ai dit, glissant les documents sur le comptoir en marbre. Monsieur Christophe ne fera plus partie de la réservation. J'aurai besoin qu'il soit retiré de tous les services de l'hôtel, y compris le transfert aéroport prévu pour cet après-midi. Les doigts de David ont bougé efficacement sur son clavier. Bien sûr, dois-je préparer une facture séparée pour les frais accessoires de Monsieur Christophe? Ce ne sera pas nécessaire. Je couvre toutes les dépenses jusqu'au départ. Cela a pris moins de 5 minutes pour effacer Christophe des systèmes de l'hôtel. Dans leurs ordinateurs, il n'existait plus en tant que partie de ma réservation, ma vie, mon avenir. L'efficacité de cela était presque surprenante. Comme quelqu'un pouvait être rapidement supprimé du registre officiel de votre existence. Aurez-vous besoin d'aide avec les bagages? A demandé David. Juste un taxi pour l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à 6h15. Déjà arrangé. Y a-t-il autre chose pour laquelle je puisse vous aider, Madame Leroy? La question est restée en suspens un instant. Y avait-il autre chose? 3 ans de mariage, d'innombrables compromis, des tentatives sans fin pour devenir la femme que Christophe voulait que je sois, et tout s'est résumé à quelques frappes de clavier et une réservation de taxi. Non, j'ai dit, je pense que cela couvre tout. À 6h du matin, je me tenais dans la zone de service de l'hôtel, ayant pris l'ascenseur du personnel qui contournait entièrement le hall principal. À travers les fenêtres, je pouvais voir le taxi attendre dans l'allée de service, son moteur tournant dans l'air frais du matin. Ma valise semblait incroyablement légère dans ma main. Étrange comme votre vraie vie nécessitait peu d'espace quand vous retiriez tout ce qui ne vous appartenait pas. La porte de service s'est ouverte avec un doux sifflement pneumatique, et je suis sorti dans l'air du matin. Quelque au-dessus de moi dans sa suite, Christophe dormait probablement encore paisiblement, complètement inconscient que son monde venait de basculer sur son axe. Mon corps tremblait maintenant. Petits tremblements qui ont commencé dans mes mains et se sont frayés un chemin dans ma poitrine. Mais mon esprit est resté limpide, concentré sur la prochaine étape et celle d'après. Le tremblement n'était pas de la peur. C'était de l'anticipation. La réaction physique de quelqu'un qui avait retenu sa respiration pendant 3 ans et était enfin prête à expirer. Je suis monté dans le taxi sans regarder en arrière vers l'hôtel. Pas parce que j'étais forte,
Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que j'avais fini. Fini d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Fini d'essayer de gagner de la valeur de quelqu'un qui ne la verrait jamais. Le chauffeur s'est éloigné de l'hôtel, et j'ai regardé la Côte d'Azur défiler devant les fenêtres. Vignoble encore sombre dans la lumière avant l'aube. Collines ondulant vers un horizon qui soudain semblait infini de possibilités. L'aéroport de Nice était un flou de mouvements et de buts. Voyageurs se précipitant vers les départs, familles se retrouvant aux arrivées, le bourdonnement constant des annonces résonnant dans le terminal. Je me suis assise dans le salon des départs, savourant un café qui avait le goût de la liberté, quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Indicatif régional de Paris, l'hôtel, que j'ai laissé sonner. 2 minutes plus tard, il a vibré de nouveau. Même numéro. Puis encore. Je pouvais imaginer la scène se dérouler de retour à l'hôtel. Et malgré tout, un petit sourire a tiré au coin de ma bouche. J'ai éteint mon téléphone et l'ai glissé dans mon sac. Quel que soit le chaos qui éclatait sur la Côte d'Azur, n'était plus mon problème. Mais la curiosité est une chose puissante. Étage 3 heures plus tard, pendant mon escale à Lyon, je me suis surprise à me connecter au portail des services clients de l'hôtel. Le système reconnaissait toujours mes identifiants. Sophie Leroy, compte service client. Accès accordé. Le journal d'activité racontait l'histoire mieux que n'importe quel roman. 7h23, appel service client de la chambre 8h47. Demande de nouvelles cartes clés. Le client prétend que la carte a mal fonctionné. 7h31, deuxième appel de la chambre 8h47. Le client signale que l'électronique de la chambre semble mal fonctionner. Demande de support technique. 7h45, sécurité appelée dans la chambre 8h47. Plainte pour bruit des clients voisins concernant les voix fortes et les portes qui claquent, que je pouvais imaginer la frustration croissante de Christophe alors qu'il découvrait que sa carte clé ne fonctionnait plus pour la chambre qu'il pensait être la sienne. La réalisation progressive que quelque chose n'allait vraiment pas. Le moment où il aurait trouvé mon mot, ces 4 mots qui disaient tout et rien, plus ton fardeau. 8h12, appel réception du client de la chambre 847, demandant un transfert immédiat à la direction des services clients concernant les divergences de facturation. 8h18, escorte de sécurité demandée pour le client de la chambre 8h47, client tentant d'accéder à l'ascenseur sans autorisation de carte clé appropriée. L'image mentale de Christophe étant escorté n'importe où était presque trop délicieuse pour être crue. Pendant 3 ans, il s'était déplacé dans le monde avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, ne s'était jamais vu refuser l'accès, n'avait jamais eu à s'expliquer à quiconque qu'il considérait inférieur à lui. 8h31, gérant appelé à la réception concernant Monsieur Christophe. Le client conteste les frais de facturation pour les services de spa, la consommation minibar, et le service en chambre de dates antérieures à sa connaissance. C'était là que ma préparation avait été la plus minutieuse. Chaque service que Christophe avait commandé pour moi, le massage que je n'avais pas voulu, le champagne qu'il avait insisté pour photographier, les repas du service en chambre trop cher qu'il avait sélectionné sans demander ma préférence, avaient été discrètement transférés à son nom au cours des 3 derniers jours. Le traitement spa où il m'avait coiffé comme il préférait, facturé à Christophe. Les articles de toilette de designer qu'il avait insisté que l'hôtel stocke dans notre salle de bain, facturés sur son compte. Le total détaillé était quelque part au-delà de 4 000 €. 9h07, note service client, Monsieur Christophe demande les coordonnées de Madame Leroy, demande refusée selon la politique de confidentialité. 9h15, note service client, Monsieur Christophe prétend vol d'identité, demandant à parler à la sécurité de l'hôtel concernant des frais frauduleux. 9h23, note sécurité, Monsieur Christophe incapable de fournir une pièce d'identité valide. Prétend que le passeport est manquant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à haute voix à cette entrée, attirant des regards curieux des autres passagers à l'aéroport de Lyon. Le passeport de Christophe était actuellement dans mon sac à main, niché à côté du mien comme s'ils étaient de vieux amis. Sans lui, il était essentiellement piégé, incapable de rentrer chez lui en avion, incapable de prouver son identité, incapable de faire autre chose que de compter sur la gentillesse des étrangers, quelque chose qu'il n'avait jamais été particulièrement bon à inspirer. 9h45, note réception, Monsieur Christophe demande un chargeur de téléphone et accès au gérant des services clients. Le client semble agité et prétend à une conspiration. Le commentaire sur la conspiration m'a fait marquer une pause. Même en crise, Christophe ne pouvait pas accepter la responsabilité. Quelqu'un d'autre devait être à blâmer. Le personnel de l'hôtel,
le système de facturation, l'univers lui-même. L'idée que sa femme aurait pu orchestrer sa chute serait incompréhensible pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vue capable de pensée indépendante. 10h02 Note service client. Liste des contacts d'urgence de Monsieur Christophe consulté. Un seul numéro valide restant dans le système. Cette entrée m'a fait serrer l'estomac avec quelque chose qui ressemblait à de la justification. Je savais exactement de qui était ce numéro. Isabelle Moreau, la femme avec qui Christophe avait été impliqué avant moi. Celle à qui il me comparait encore dans ces moments calmes quand il pensait que je n'écoutais pas. Isabelle n'aurait jamais commandé quelque chose d'aussi désordonné, a-t-il dit quand je choisissais des aliments qu'il trouvait embarrassants. Isabelle comprenait l'importance de la présentation quand il critiquait mes vêtements, que j'avais programmé son numéro dans ses contacts d'urgence il y a 6 mois après avoir découvert qu'elle était la seule personne dont il avait jamais parlé avec un respect sincère. Qu'ils se reconnectent. Ils se méritaient l'un l'autre. 10h28 Rapport sécurité. Monsieur Christophe demande un taxi pour l'aéroport. Méthode de paiement refusée. Le client demande une aide au paiement. 10h35 Note réception. Monsieur Christophe questionne le contenu du portefeuille. Prétend que des articles ont été remplacés sans sa connaissance. La modification du portefeuille avait été mon chef-d'œuvre. Pendant que Christophe dormait sa dernière nuit dans notre lit partagé, j'avais soigneusement retiré ses cartes de crédit, son permis de conduire, ses cartes d'assurance, tout ce qui lui donnait pouvoir et identité dans le monde. À leur place, j'avais laissé la monnaie exacte pour un trajet en bus local, et une carte de visite jaune vif que j'avais prise dans un cabinet d'avocats en ville. Cabinet Lefebvre et Associés, il était écrit en lettres grasses. Spécialisé dans les séparations conflictuelles. Première consultation, 50% de réduction. Était-ce mesquin? Absolument. Était-ce aussi l'information la plus honnête que Christophe recevrait ce jour-là? Sans aucun doute. 11h02 Rapport gérant. Monsieur Christophe escorté vers le hall. Le client demande à parler à quelqu'un responsable concernant le litige de facturation et les objets personnels manquants. 11h05 Note sécurité hall. Monsieur Christophe s'est approché de la réception en pyjama et chaussons d'hôtel. Le client prétend vol d'identité et demande l'aide de la police. 11h23 Rapport de police déposé. Le client prétend vol de passeport. Incapable de fournir une pièce d'identité secondaire pour la vérification du rapport. La dernière entrée était horodatée juste 20 minutes avant que mon vol de correspondance ne commence l'embarquement. Je pouvais imaginer Christophe debout dans ce hall d'hôtel impeccable, le même hall où il avait posé pour d'innombrables selfies, ne portant rien d'autre qu'un pyjama d'hôtel et des chaussons gratuits, essayant d'expliquer à des policiers indifférents pourquoi la disparition de sa femme constituait un crime. Pendant 3 ans, il avait brandi le contrôle comme une arme. Il avait décidé ce que je portais, ce que je mangeais, comment je parlais, qui je pouvais être. Il avait systématiquement démantelé ma confiance et l'avait reconstruite à son image. S'assurant toujours que je savais exactement combien je lui devais pour le privilège de son attention. Maintenant c'était lui sans pouvoir, sans option, sans personne à blâmer sauf lui-même pour les choix qu'il avait amenés à ce moment. J'ai fermé l'ordinateur portable et rassemblé mes affaires alors qu'ils appelaient mon groupe d'embarquement. À travers les fenêtres du terminal, je pouvais voir mon avion attendre sur le tarmac. Destination, Nantes. Une ville où personne ne me connaissait comme la femme de Christophe. Où je pourrais me souvenir de qui avait été Sophie Leroy avant qu'elle n'essaie si fort de devenir digne de l'amour de quelqu'un d'autre. Alors que je marchais dans la passerelle d'embarquement, mon téléphone est resté éteint dans mon sac. Quoi qu'il arrive ensuite dans l'histoire de Christophe, c'était à lui de le découvrir. J'étais enfin prête à écrire la mienne. L'avion pour Nantes pouvait attendre. Alors que je me tenais à la porte d'embarquement, billet d'embarquement en main, quelque chose m'a ramené en arrière depuis la passerelle. Pas la vengeance, j'avais dépassé cela. Pas la curiosité non plus, exactement. C'était quelque chose de plus profond, plus nécessaire. J'avais besoin de voir cela jusqu'au bout. 20 minutes plus tard, je m'enregistrais dans un petit hôtel-boutique à 3 pâtés de maison d'où Christophe passait la pire matinée de sa vie. L'auberge du voyageur était tout ce que notre suite de luxe n'était pas modeste, authentique, gérée par des gens qui semblaient vraiment se soucier de leurs clients, plutôt que de leur potentiel Instagram. Ma chambre au 4e étage avait une vue dégagée sur l'entrée du grand hôtel Miramar. Et je me suis installé dans le fauteuil près de la fenêtre, avec une tasse de café qui avait meilleur goût que tout ce que le service en chambre avait jamais livré.
De cette distance, l'hôtel ressemblait à un décor de théâtre, tout en colonnes de marbre et voituriers en uniforme, se déplaçant avec une précision chorégraphiée. J'avais passé 3 jours dans ce monde, jouant un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné, et maintenant je le regardais de l'extérieur, comme un spectateur qui avait enfin trouvé sa place. À 11h47, le spectacle a commencé. Christophe a fait irruption par les portes tournantes de l'hôtel comme un homme fuyant un incendie. Même de 4 étages plus haut et à un demi-pâté de maison, son agitation était indubitable. Gestes sauvages, rythme rapide, le genre d'énergie frénétique qui survient lorsque le monde soigneusement construit de quelqu'un cesse soudain d'avoir du sens. Il portait toujours le peignoir gratuit de l'hôtel, ses pieds fourrés dans des tomes qui provenaient probablement de la boutique de cadeaux du spa, mais il a sorti son téléphone et a frappé l'écran avec une violence croissante. Quel que soit le numéro qu'il essayait d'atteindre, cela ne se connectait pas. Je l'ai regardé tenir l'appareil vers le ciel, le secouer, réessayer. La frustration dans son langage corporel était presque comique, comme regarder quelqu'un se disputer avec un distributeur automatique en panne. Point. Un employé de l'hôtel s'est approché de lui, offrant probablement de l'aide. Mais Christophe l'a écarté d'un geste, avec une sorte de geste dédaigneux qui lui était devenu une seconde nature. L'employé a reculé, les mains levées dans un geste qui disait clairement « Votre problème, pas le mien ». J'ai siroté mon café lentement, savourant à la fois la chaleur et l'étrange sentiment de paix qui s'installait en moi. Pendant 3 ans, j'avais absorbé les émotions de Christophe comme une éponge. Sa colère est devenue mon anxiété. Sa déception est devenue ma honte. Son chaos est devenu ma responsabilité à régler. Mais assise ici, regardant sa crise se dérouler, sans ressentir aucune envie de me précipiter pour l'aider, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ces problèmes n'étaient plus les miens à résoudre. À 12h15, l'appel téléphonique de Christophe a enfin abouti. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais son langage corporel racontait l'histoire assez clairement. Il a commencé à marcher plus vite, sa main libre gesticulant sauvagement pendant qu'il parlait. Puis brusquement, son épaule s'est affaissée. Le téléphone est tombé de son oreille, et il a fixé l'écran pendant un long moment avant de baisser lentement son bras. Isabelle avait répondu, et d'après l'air de défaite qui a envahi son visage, la conversation ne s'était pas passée comme il l'avait espéré, que je me suis surprise à penser à Isabelle Moreau pour la première fois depuis des mois, sans la morsure aiguë de la jalousie qui accompagnait son nom. C'était la femme que Christophe brandissait comme son standard de perfection. Élégante, sophistiquée, ne l'embarrassant jamais avec des commandes de plats épicés ou des rires bruyants. Mais c'était aussi la femme qu'il avait quittée. Quel que soit le piédestal qu'il avait construit pour elle dans son esprit, elle avait apparemment eu la sagesse d'en descendre, bien avant que je n'ai compris comment. Peut-être lui avait-elle raccroché au nez. Peut-être avait-elle ri de sa situation difficile. Peut-être lui avait-elle simplement dit ce que j'aurais dû dire il y a des années. Ta crise n'est pas ma responsabilité. Quoi qu'il en soit, regarder ses épaules s'affaisser alors qu'il terminait cet appel semblait assister à l'effondrement d'une illusion sous laquelle je vivais depuis trop longtemps. À 12h30, 2 silhouettes sont sorties de l'hôtel, la sécurité de l'hôtel et un policier local. Ils se déplaçaient d'un pas déterminé de personnes ayant déjà affaire à des clients difficiles, et la posture de Christophe a encore changé à leur approche. La posture confiante qu'il portait comme une armure, depuis que je le connaissais, semblait s'effondrer en temps réel, que je l'ai regardé essayer d'expliquer sa situation, main gesticulant vers l'hôtel, puis vers son téléphone, puis vers son portefeuille vide. L'officier a pris des notes avec l'expression patiente de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses possibles pour expliquer pourquoi quelqu'un ne pouvait pas fournir une pièce d'identité appropriée. La sécurité de l'hôtel se tenait légèrement à l'écart, bras croisés, clairement prête à ce que cette conversation soit le problème de quelqu'un d'autre. Il y avait quelque chose de presque éducatif à regarder la fierté se dissoudre si complètement. Christophe avait passé toute notre relation à se positionner comme l'expert, le décideur, celui qui savait mieux. Il avait cultivé une image de contrôle si soigneusement que j'avais commencé à croire que c'était réel. Mais dépouillé de ses cartes de crédit, son identification, sa capacité à se tirer d'affaire par son charme. Il n'était qu'un autre homme en peignoir, essayant de convaincre des inconnus que ses problèmes devraient devenir leur priorité. L'officier a parlé à la sécurité de l'hôtel pendant plusieurs minutes, pendant que Christophe se tenait sur le côté, n'étant plus le centre d'attention auquel il était si habitué. Je l'ai regardé vérifier son téléphone à nouveau, espérant probablement un appel miracle qui restaurerait son sentiment de contrôle. Quand aucun n'est venu, il est simplement resté là, semblant en quelque sorte plus petit qu'il ne l'avait été quelques heures auparavant,
que j'ai fini mon café et me suis penché en arrière dans le fauteuil, surprise de voir à quel point je me sentais calme. Pas triomphante. Il n'y avait aucune joie à regarder le monde de quelqu'un s'effondrer. Même quelqu'un qui avait passé des années à démolir le mien, morceau par morceau, mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à être témoin des conséquences rattrapant enfin un comportement qui était resté incontrôlé pendant trop longtemps. L'officier est finalement monté dans sa voiture de patrouille et est parti, laissant Christophe debout sur le trottoir avec la sécurité de l'hôtel. Après une brève conversation, ils l'ont escorté de nouveau à l'intérieur, probablement pour continuer le litige de facturation qui le tiendrait occupé pendant des heures, que je n'ai pas applaudi. Je n'ai même pas souri. J'ai juste respiré, longuement et profondément, le genre de respiration que je n'avais pas pu prendre depuis des années. Le soulagement qui m'a envahi n'était pas à propos de vengeance ou de victoire. C'était à propos de clôture, à propos de voir enfin clairement que l'homme que j'avais tant essayé de plaire, de devenir digne de construire une vie avec, n'était qu'une personne, imparfaite, égoïste, et finalement impuissante, lorsque ses avantages soigneusement construits lui étaient retirés. Pour la première fois depuis que j'avais murmuré, oui, je le veux, à notre mariage, je me suis senti complètement, absolument immobile. Pas l'immobilité figée de quelqu'un ayant peur de faire le mauvais pas, mais l'immobilité paisible de quelqu'un qui avait enfin cessé de courir vers quelque chose qui n'était pas destiné à être attrapé, que j'ai pris mon téléphone et je l'ai rallumé. 17 appels manqués de numéros inconnus, probablement tous de l'hôtel. Je les ai supprimés sans écouter et j'ai ouvert mon application de compagnie aérienne à la place. Le prochain vol pour Nantes partait dans 3 heures. Cette fois, j'étais prête à l'embarquer. Le vol de l'après-midi pour Nantes a décollé juste au moment où le soleil a commencé sa descente vers les collines de la Côte d'Azur. De mon siège près du hublot, j'ai regardé la région rétrécir en dessous de moi jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un patchwork de vert et d'or, belle et lointaine. Aucune partie de moi n'a ressenti l'envie de regarder en arrière ou de me demander ce que Christophe faisait à ce moment-là. La curiosité qui m'avait retenu à la fenêtre de l'auberge du voyageur avait été satisfaite, remplacée par quelque chose de bien plus précieux. Une indifférence complète à son sort. La femme assise à côté de moi lisait un roman d'amour. Le genre avec un homme torse nu sur la couverture sur lequel Christophe aurait levé les yeux au ciel. Des bêtises sans esprit. Il les appelait chaque fois qu'il me surprenait à parcourir la section romance dans les librairies. Mais en regardant cet inconnu se perdre dans la fin heureuse de quelqu'un d'autre, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de dénué de sens dans l'espoir. Rien de futile dans le fait de croire que l'amour pouvait être gentil. L'aéroport de Nantes m'a accueilli avec l'odeur du café et de la pluie. La convivialité décontractée des gens qui ne semblaient pas mettre en scène leur vie pour un public invisible. J'ai pris le tramway vers la ville au lieu d'un covoiturage, assise parmi les navetteurs et les étudiants, et des gens dont les vêtements semblaient confortables, plutôt qu'organisés. L'anonymat ressemblait à une couverture chaude après des années à être un accessoire à l'image de quelqu'un d'autre. Mon Airbnb était dans le quartier des artistes de Nantes, un loft aménagé au-dessus d'une librairie spécialisée dans les romans policiers d'occasion et la littérature féministe. La propriétaire, Mireille, était une femme dans la soixantaine qui portait une salopette tachée de peinture et parlait avec la franchise de quelqu'un qui avait cessé de se soucier de ce que les autres pensaient des décennies auparavant. Fuir ou courir vers, a-t-elle demandé en me tendant les clés. Les deux, j'ai dit, et elle a hoché la tête comme si c'était la seule réponse sensée. Cette première nuit, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise si épicée qu'elle m'a fait pleurer. J'ai mangé assise par terre de ma maison temporaire, larmes coulant sur mon visage à la fois de la chaleur et du soulagement accablant de choisir quelque chose simplement parce que je le voulais. Pas de consultation, pas de compromis, aucune explication requise. Le lendemain matin, je me suis promené jusqu'à un café qui servait le petit déjeuner toute la journée et j'ai commandé exactement ce dont j'avais envie, crêpes aux myrtilles avec du vrai sirop d'érable, bacon croustillant, jus d'orange et un verre d'eau. La jeune serveuse n'a pas commenté mes choix ni suggéré d'alternatives. Elle m'a juste apporté ce que j'avais demandé et a rempli mon café sans qu'on le lui demande. Au cours des jours suivants, j'ai commencé le travail tranquille de me souvenir de qui avait été Sophie Leroy avant qu'elle n'essaie si fort de devenir digne de Christophe. J'ai acheté des livres dans des genres qu'il avait qualifiés d'inférieurs à mon niveau d'intelligence. J'ai écouté de la musique qu'il jugeait trop émotionnelle ou professionnellement embarrassante. J'ai ri à haute voix de choses qui me semblaient drôles sans calculer d'abord si ma réaction se reflèterait mal sur quelqu'un d'autre. La guérison n'était pas dramatique ou cinématique. Il n'y avait pas de montage de moi apprenant à danser ou me coupant les cheveux ou jetant dramatiquement de vieilles photos. Au lieu de cela, cela s'est produit dans de petits moments.
La première fois que j'ai commandé du vin au dîner sans remettre mon choix en question. L'après-midi où j'ai passé 3 heures dans une librairie d'occasion sans vérifier mon téléphone. Le soir où j'ai appelé ma sœur juste pour entendre sa voix au lieu de lui demander conseil sur la gestion des humeurs de Christophe. Tu as l'air différente, a-t-elle dit pendant cet appel, 3 semaines après mon exil à Nantes. Différente comment? Comme toi-même à nouveau. Comme Sophie. J'avais oublié qu'il y avait une différence. 2 mois plus tard, je cuisinais le dîner dans ma cuisine sous-louée à Paris. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes avec des légumes que j'avais choisis au marché fermier quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Mais j'ai reconnu le ton immédiatement. Pourquoi as-tu fait ça? 5 mots qui ont en quelque sorte réussi à contenir toute la perplexité de Christophe, son incapacité à comprendre que quelqu'un qu'il jugeait indigne puisse choisir de s'en aller du privilège de son attention. J'ai fixé le message pendant longtemps, mes doigts planant au-dessus du clavier alors que différentes réponses se formaient et se dissolvaient dans mon esprit, que j'aurais pu écrire une explication détaillée de chaque moment qui avait mené à ma décision. J'aurais pu cataloguer les années de petite cruauté et de diminution systématique. J'aurais pu expliquer comment sa brutalité désinvolte avait lentement effacé la personne que j'étais jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine dans les miroirs ou les photographies. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Certaines questions ne méritent pas de réponse, surtout quand la personne qui demande n'a jamais montré aucun intérêt à écouter la réponse. Christophe avait passé 3 ans à me dire qui j'étais, ce que je voulais, comment je devais me sentir. Il ne m'avait jamais une seule fois demandé ce que je pensais de tout cela. Sa question maintenant n'était pas à propos de comprendre. C'était à propos de contrôle. Une dernière tentative pour me faire m'expliquer à quelqu'un qui ne s'était jamais donné la peine de me considérer comme digne d'être comprise. Mon silence a dit tout ce qui devait être dit. Quand je suis finalement retourné chez moi à Paris 6 mois plus tard, les gens avaient des opinions sur la façon dont j'avais géré la fin de mon mariage. Certains m'ont appelé froide, calculatrice, cruelle. Ils s'attendaient à ce que je défende mes choix, à justifier pourquoi j'étais parti comme je l'avais fait au lieu d'essayer d'arranger les choses comme un adulte mature. Mais j'avais passé trop d'années à me défendre auprès de quelqu'un qui était déterminé à me trouver insuffisante. Je n'étais pas intéressé à le faire pour quelqu'un d'autre. La vérité était que je n'avais pas été froide. J'avais été claire. J'avais été décisive. Et je n'avais pas tout pris à Christophe. Je lui avais laissé exactement ce qu'il m'avait donné. Une insulte qui révélait son caractère et une porte grande ouverte derrière moi qu'il avait été trop arrogant pour imaginer que j'aurais jamais le courage de franchir. Je suis entré dans mon nouvel appartement, plus petit que celui que j'avais partagé avec Christophe, mais entièrement le mien. J'ai accroché la carte de visite jaune vive du cabinet Lefebvre et Associés dans un cadre simple au-dessus de mon bureau. De mauvais goût peut-être, mais cela marquait le moment exact où j'avais choisi moi-même au-dessus de la vision de quelqu'un d'autre de qui je devais être. Point. Les soirs tranquilles, quand les lumières de la ville scintillaient au-delà de mes fenêtres et je pouvais entendre mes voisins vivre leur propre vie authentique et désordonnée, je pensais parfois à ce moment au restaurant quand Christophe avait murmuré ces mots dévastateurs. Tu ne seras jamais assez bien. Il s'était trompé sur tant de choses, mais pas à ce sujet. Je ne serai jamais assez bien pour quelqu'un qui avait besoin que je sois moins que ce que j'étais afin de se sentir supérieur. Je ne serai jamais assez bien pour quelqu'un qui confondait l'amour avec le contrôle, le partenariat avec la performance. Mais j'étais assez bien pour moi. Et après 31 ans à essayer d'être digne de l'approbation des autres, cela semblait être la découverte la plus révolutionnaire de toutes. La liberté, j'ai appris, ne s'annonce pas toujours avec des feux d'artifice et des célébrations. Parfois, elle expire juste tranquillement, paisiblement, comme pouvoir enfin respirer après avoir retenu sa respiration si longtemps qu'on avait oublié ce qu'était l'oxygène. Et parfois cette expiration tranquille est le son le plus puissant du monde. Si cette histoire de force tranquille vous a fait retenir votre respiration, appuyez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Sophie a encadré ce coupon d'avocats spécialistes du divorce, transformant la mesquinerie en poésie. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.